Bienvenue à tous à ce webinaire consacré à nouvelle ère du référencement. On va parler aujourd'hui du SEO classique de GIO. On va voir les bonnes pratiques, qu'est-ce qui a changé parce que c'est un secteur qui bouge énormément. Vous avez remarqué sûrement avec surtout l'apparition de l'IA. Plein de choses ont évolué. Et puis, on va regarder aussi comment nous, en tant qu'éditeur logiciel et surtout le marketeur chez un éditeur logiciel, comment nous, on peut utiliser tous ces changements dans le bon sens et notamment dans la création de contenu. Alors, voyons, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le SEO classique, le référencement naturel, je ne pense pas que c'est un secret pour vous, mais bon, on va quand même repasser sur les bases. Le SEO en France, c'est 90% de recherche sur Google, principalement ce moteur de recherche qui a toujours la monopolie. Là, vous avez la présentation de Google. Quand je tape par exemple une requête logiciel ERP, voici toute une liste de suggestions qui ressortent, qui sont proposées par Google. Il y a des questions posées, autres questions posées qui sont liées à ma requête initiale. Il y a également les logos des entreprises quand ça a lieu d'être. Donc ça, c'est euh, la barre de requête où je vais taper ma requête, mon mot-clé. Et maintenant, on a la SERP. La SERP qui évolue énormément chez Google depuis pas mal de mois. Donc, systématiquement, on a une SERP actualisée. Donc, celle-ci, elle est à date de 5 novembre. Donc, actuellement, elle n'a pas changé. Là, qu'est-ce que j'ai? Pour ma requête logiciel ERP, j'ai des résultats. Notamment, j'ai la position 0. La toute première, c'est la position 0, c'est-à-dire Google, il agit comme un moteur de réponse et pas uniquement un moteur de recherche. Il a trouvé la réponse claire à ma requête et il l'a affichée directement à la position 0, c'est-à-dire avant même les résultats payants, avant même les résultats naturels classiques. Donc, c'est ce qu'on appelle la position 0. Après, plus bas dans la page, j'ai les résultats sponsorisés, bien évidemment, donc les fameux Google Ads. Après, j'ai les positions classiques comme la position première, deuxième, troisième et ainsi de suite. Et puis, plus bas dans la page, je vais avoir autre question posée. Ceci, autre question posée. J'ai encore une fois des résultats naturels, j'ai des vidéos, des images et ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle la SERP, Search Results Engine Page, donc c'est-à-dire la page des résultats de recherche de Google. Après, quand on tape une requête dans le même sens sur les moteurs de l'IA, sur les LMM, on va avoir une autre approche. Déjà, la requête, on va la taper de façon plus naturelle. Donc ici, on peut avoir une requête un peu plus longue, on dit plutôt prompt, oui. Et je vais avoir des résultats fourni par, j'ai pris l'exemple de ChatGPT, mais ça pourrait être très bien Gemini, Claude, Perplexity, n'importe. Et je vais avoir une réponse détaillée à ma question initiale, avec le détail des ERP, comment les bien choisir, les forces, les faiblesses de tel ou tel outil. La différence entre les deux, et elle est effectivement importante, c'est que quand on est sur des moteurs de recherche, actuellement sur Google et actuellement en France, je le précise parce que vous comprendrez d'ici quelques instants pourquoi je précise sur ce point, parce que là, il s'agit vraiment des recherches en France. Donc actuellement, quand on effectue la recherche sur le moteur de recherche, on est obligé de passer d'un lien à l'autre. C'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui effectuons cette recherche, cette lecture des pages, cette analyse. On clique sur un lien, on analyse le contenu, on revient sur la SERP, on reclique sur un autre lien, ainsi de suite. Et en fait, chaque lien correspond à une source. Par contre, sur l'interface des IA, tout est différent. Déjà, ils comprennent très bien le contexte langage naturel et ils nous proposent des réponses en résumé et avec des multisources. Vous voyez, donc là, ils nous citent à chaque fois la source, d'où l'information provient. Donc, je peux cliquer, mais je ne le fais quasiment pas. Donc, c'est vrai que les internautes cliquent assez peu sur ces sources, mais on les voit clairement. Et puis, le moteur de l'IA me propose surtout une réponse détaillée, structurée, un résumé de tout ce que je pourrais faire moi-même, analyser moi-même sur, par exemple, la SERP de Google. Donc voici la force justement des IA et la grosse différence de SEO par rapport au GIO. La présentation et les réponses ne sont pas présentées de la même façon.
Si maintenant on analyse un petit peu qui est-ce qui est derrière tous ces moteurs de LMM, on se rend compte que derrière chaque LMM, il y a un moteur de recherche principal où il va faire ses recherches sur le web. Parce que vous savez, les LMM, ils sont éduqués, mais après, ils vont aussi faire des recherches un peu comme nous sur le web. Donc derrière Gemini, il y a effectivement la recherche de Google, Google Search. Depuis ChatGPT, donc là, même ChatGPT 4 et 5, parce que le 5, c'est la dernière version, on a le moteur de recherche Bing principalement. Sur Perplexity, c'est également Bing principalement. Sur Claude, il se base sur un partenariat avec Brave Search, donc un autre moteur de recherche. Donc vous voyez, le moteur de recherche utilisé systématiquement par ces LLM n'est pas toujours le même. C'est pas toujours Google comme on pourrait le croire, mais c'est plutôt Google pour le Gemini parce que c'est un produit de Google, et puis c'est plutôt Bing pour ChatGPT, Perplexity. Donc voici une information assez intéressante qu'il faut bien comprendre. Mais Google, même si ChatGPT aujourd'hui connaît un essor énorme, Google n'a pas dit son dernier mot, loin de là, parce que quand on regarde les chiffres par rapport au trafic estimé, par rapport au nombre de téléchargements de l'application sur Android, on se rend compte que le premier, c'est quand même toujours Google, avec énormément d'écart entre les autres qui suivent. Après, il y a le moteur de recherche Bing qui se développe quand même en termes de moteur de recherche. C'est le deuxième après Google. Et puis, j'ai encore une fois ChatGPT. Donc, c'est la société OpenAI qui a un partenariat fort avec Microsoft. Et puis, derrière, en quatrième position, j'ai Gemini. La question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez déjà testé Gemini autant que vous faites, autant que vous testez ChatGPT, autant que vous utilisez plutôt ChatGPT? Donc, si ça fait un moment que vous ne l'avez pas fait, donc je vous conseille vraiment d'aller effectuer des recherches sur Gemini, faire peut-être la création carrément des contenus, la structuration des rapports. Faites n'importe quel prompt sur Gemini et comparez avec les résultats de ChatGPT. Vous verrez sûrement que les réponses sur Gemini sont très, très, très professionnelles, sont très qualitatifs. Donc, je vous laisse faire ce petit test. Donc, vous voyez, quand on fait un cumul des produits Google, on voit que Google, il rattrape énormément son retard qu'il a pris au début dans les années 2022-2023. Et puis, pourquoi j'insistais sur le fait que tout ce que je dis, c'est valable pour la France? Parce qu'en fait, dans énormément d'autres pays, à peu près plus de 180, 200 pays, il y a en fait, ce qui se passe, c'est que Google a réussi à déployer ces nouveautés qu'on appelle AI Overviews et AI Mode. Et puis en France, c'est toujours pas le cas. C'est toujours pas disponible en France pour des raisons de protection des données, pour des raisons de, euh, effectivement de protection de données, de RGPD. Et puis, c'est valable aussi pour quelques pays d'Europe. En même temps, d'autres pays d'Europe, comme par exemple l'Italie, l'Autriche, sont en mode bêta. Ils testent ces fonctionnalités, ces nouveautés de Google, mais c'est vrai qu'en France, pour le moment, c'est toujours pas disponible. On ne sait pas tout à fait quand est-ce que ça va l'être. Pourtant, c'était annoncé depuis plus de 2 ans. J'ai envie de vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement AI Overviews et AI Mode pour que vous compreniez à quoi s'attendre demain et puis à quoi ont déjà accès d'autres utilisateurs de Google ailleurs dans d'autres pays. Donc d'abord, voyons AI Overviews. Alors, AI Overviews, c'est un encart en fait qui va apparaître, vous voyez, dans la barre dans la SERP de Google, qui va apparaître tout de suite après la requête de l'internaute. Donc là, j'ai AI Overviews qui va proposer une réponse qui va ressembler à la réponse de l'IA, donc c'est-à-dire à la réponse de Gemini. Et effectivement, cette AI Overviews, ça va remplacer en grande partie la position 0 qu'on connaît aujourd'hui. Ça va également repousser les résultats payants. Google Ads, pour une fois, il va pousser un petit peu plus bas. Et AI Overviews vont prendre vraiment la première place pour afficher cette recherche, cette réponse avec l'IA derrière. Alors, je vous propose de regarder une petite vidéo. Peut-être vous n'aurez pas de son, mais bon, en soi, c'est pas grave parce que je ne suis pas sûre que le son va être bien affiché, mais je vous laisse quand même regarder l'interface, à quoi ça va ressembler.
I got that swagger, I got the heat, I got that do 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 do. Yeah. I got that anger, I feel do my thing, do my thing, do my thing. I got that that freedom. Do 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 my thing, do my thing. Why is the liver not moving? Donc voici à quoi va ressembler la SERP de Google une fois AI Overviews vont être déployés chez nous en France. Et je vous rappelle, c'est déployé déjà dans beaucoup de monde, dans beaucoup de pays dans le monde. Donc ça va énormément changer l'usage de Google. Ça va ressembler énormément à ce qu'on peut trouver comme réponse directement dans les IA. Donc il y a de fortes chances que ceux qui préfèrent aujourd'hui effectuer leurs recherches directement sur ChatGPT ou Gemini vont revenir sur Google pour effectuer des recherches. Donc ça, c'est la première nouveauté. Bon, nouveauté qui existe depuis pas mal d'années, hein, mais chez nous, pour nous, c'est encore nouveauté. Et puis AI Mode. AI Mode, ça, c'est autre chose. C'est vraiment le mode de recherche de Google que vous pouvez activer. Encore une fois, une autre vidéo qui va peut-être être sans son, mais c'est pas grave. C'est pas le son qui est le plus important ici. Voilà. Donc là, vous voyez que iMode, ça va être c'est vraiment un mode de recherche beaucoup plus approfondi qui va avoir comme base vraiment l'IA. Donc les deux vont être disponibles une fois c'est déployé en France, les deux modes. AI Overviews, donc c'est un encart qui va s'afficher tout en haut de la SERP et puis iMode, c'est vraiment un filtre qui permet de faire une recherche approfondie. Donc ça, c'est concernant les changements chez Google qui vont arriver chez nous. On ne sait pas quand, mais on espère. Et maintenant, voyons les différences principales entre SEO et GEO du point de vue quelques aspects clés comme la technique, le contenu et l'autorité.
Vous savez très bien que la technique, c'est-à-dire la structure saine de votre site web, c'est vraiment la base, c'est un fondament, c'est vraiment fondamental pour votre site, pour une bonne indexation. Donc là, c'est valable pour les deux, et pour et pour le référencement sur les moteurs de recherche et sur les LMM, c'est toujours la même chose. Il faut que votre site propose un sitemap clair. Il faut que le sitemap soit bien envoyé depuis Google Search Console, depuis Bing Search Console. Il faut que votre fichier robot.txt ne bloque aucune ressource. Surtout, il ne bloque pas l'accès des IA parce que des fois, ça peut arriver. Vérifiez bien votre fichier robot.txt. Il faut vérifier s'il n'y a pas d'erreur d'indexation de vos pages, notamment avec Google Search Console ou Bing Search Console, n'importe quel moteur de recherche vous privilégiez. Il faut que vous vérifiez s'il n'y a pas beaucoup de redirections, s'il n'y a pas d'erreur 404 et puis d'autres erreurs. Peut-être il y a certaines pages qui sont indexées, mais avec des erreurs. Donc, il faut vraiment vérifier ça. Puis, l'arborescence de votre site doit être la plus simple possible, c'est-à-dire l'internaute doit pouvoir accéder à des pages profondes en moins de 3 clics. Hmm, je souhaite accéder à un article de votre blog en moins de 3 clics maximum, je dois atterrir à un article sur telle ou telle problématique de votre client. Les URL qui contiennent les mots-clés, le maillage logique, le maillage interne et externe. Alors, le maillage interne, donc on le sait très bien, hein, c'est hyper pratique et utile pour la bonne indexation de toutes les pages, c'est-à-dire depuis une page produit ou depuis la page solution, je vais envoyer des liens vers des pages profondes comme vers des articles de blog ou vers la page demande de démo, etc. Donc ça crée le maillage interne entre les pages de votre site. Et puis il y a aussi le maillage externe quand vous montrez à Google que vous êtes expert dans l'écosystème, que vous envoyez le lien vers le site de votre partenaire, de votre client, vers un autre article de blog d'un autre expert qui vous paraît pertinent. Donc ça, c'est le maillage externe et ça envoie un message à Google aussi comme quoi vous êtes expert et vous partagez votre expertise via le partage de liens. Puis en termes de performance, qui joue énormément sur justement la bonne note de la technique, c'est quoi? C'est le chargement rapide de vos pages. C'est aussi l'optimisation des Core Web Vitals. En fait, ces 3 indicateurs qui sont présents ici qui sont super importants et regardés en premier lieu par Google. Donc, c'est quoi exactement? C'est la vitesse d'affichage du contenu principal qui doit être assez rapide, c'est la stabilité visuelle de la page et c'est le temps de réaction à une action utilisateur. Je m'explique. Donc, j'arrive sur votre site, il doit se charger en entier assez rapidement parce que l'internaute a en moyenne entre 5 et 6 secondes pour prendre la décision de rester sur votre site ou d'aller ailleurs. Donc, si le site se charge vite, donc c'est très bien. Puis la stabilité visuelle de la page, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vois un appel à l'action, un bouton s'afficher, je souhaite cliquer dessus, il doit pas sursauter en fait sur l'écran suite au chargement du reste de la page. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, ça arrive. Et effectivement, niveau ergonomie, niveau UX pour l'utilisateur, c'est assez frustrant. Et puis le temps de réaction, pareil. Combien de temps il faut entre mon clic sur le bouton et le temps que la nouvelle page s'affiche. Donc tout ça est pris en compte par Google. Pour vérifier tous ces indicateurs, vous pouvez faire le test avec PageSpeed Inside. Donc c'est un produit pareil de Google, PageSpeed Insight, qui permet de vous donner votre niveau de technique et pas que d'ailleurs, et en termes de SEO, contenu, accessibilité. Donc, c'est un outil assez pertinent. Et puis, bien sûr, le mobile first, hein, donc Google, depuis 2019, il accentue sur le fait que votre site doit d'abord être fait sur le site mobile, sur l'interface mobile et juste après sur le desktop. Donc, pensez vraiment à l'affichage sur le mobile. Donc ça, c'est la technique qui est valable et pour le SEO et pour le GEO. Donc si je peux rajouter quelque chose de supplémentaire, vous pouvez également mettre en place ce qu'on appelle des données structurées, balises schéma org. Ça va être utile et pour Google et pour les IA. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est exactement? Donc si je tape une requête, par exemple, si je tape
Si je tape le nom de la marque, alors là, j'ai les résultats sponsorisés et ici, j'ai le résultat naturel. Et à côté de l'affichage du site en mode classique du SEO, j'ai également les liens annexes. À propos, carrière, explorer la plateforme, login et ainsi de suite. Donc, ce sont des résultats qui remontent grâce notamment à ces balises schéma.org. Ça pourrait être aussi des avis, ça pourrait être aussi des articles de blog, ça pourrait être des webinars, des vidéos et tout un tas de choses que vous pourriez afficher à côté de votre site web sur les résultats naturels de Google ou d'autres moteurs de recherche. En fait, pour les paramétrer, vous pouvez utiliser les extensions sur WordPress comme celui-ci, le premier, schéma et données structurées, ou sinon prendre l'extension qui est un peu plus large en termes de SEO, mais qui est très très bien, c'est Rank Math. Donc l'extension qui est vraiment mise en avant énormément par des experts de SEO. Et puis, vous pouvez paramétrer ces balises schéma org. Il y en a à peu près 35. Donc, vous pouvez, en fait, c'est assez simple en termes de paramétrage. Vous dites, vous précisez exactement quel contenu correspond à quel type de schéma org. Par exemple, pour vos pages produits, vous marquez que c'est des produits. Pour votre page FAQ, vous marquez que c'est une FAQ. Pour votre page à propos, vous marquez que c'est organisation. Pour vos auteurs de blog, vous marquez que c'est personne, et ainsi de suite. Donc, vous marquez votre contenu, et puis, à un moment précis, Google va extraire ces infos, il va les afficher à l'internaute. Donc, c'est super important, et pour Google, mais aussi pour les IA. Donc, c'est un plus assez important que vous pouvez mettre en place grâce à des plugins qui existent. Le niveau suivant, c'est le contenu. Donc, quand on a travaillé le côté technique, la structure de notre site, on va passer au contenu qui va être visible pas uniquement au moteur de recherche et au moteur de l'IA, mais aussi aux internautes. Et là, Bill Gates, il avait dit il y a 30 ans que le contenu, c'est le roi, c'est toujours d'actualité. Quelles sont les bonnes pratiques? Déjà, c'est de démontrer votre expertise et de traiter le sujet dans sa globalité. Par exemple, en créant des pages piliers. Une page pilier, c'est vraiment une page qui sous-entend 10, 15 minutes de lecture. Donc, c'est vraiment une page assez détaillée sur un sujet spécifique avec des liens, avec des visuels, avec des vidéos, avec des infographies, en fait, une page pilier qui va derrière envoyer des liens vers des pages secondaires qui vont aussi traiter le sujet, mais déjà en détail avec des sujets annexes. Donc, on peut organiser notre blog en créant des pages piliers et des pages secondaires. Structurez clairement votre contenu, donc les titres qui sont correctement hiérarchisés. D'abord la balise de titre title, après il y a H1, H2, H3 à répéter H1 une seule fois, le maillage interne, le maillage externe, le score EAT de Google. Donc ça c'est un must have. Donc ça c'est quoi exactement? En fait, Google a préparé une checklist pour créer des contenus utiles, fiables et people first. En fait, vous allez avoir accès à cette URL. Je vous laisse vraiment lire un peu toutes les questions qu'il faut se poser avant de se lancer dans la création de contenu. Notamment, le contenu présente-t-il des fautes d'orthographe? A-t-il été créé avec soin ou semble-t-il avoir été rédigé à la hâte? Et ainsi de suite. Donc vraiment tout un tas de questions en lisant lesquels on comprend ce qui attend de nous Google pour indexer correctement, pour afficher correctement notre contenu. Donc, il y a vraiment pas mal de questions, et notamment sur qui a créé le contenu. L'identité du créateur du contenu est-elle évidente pour les visiteurs? Les pages qui devraient disposer d'une signature en ont-ils une? Comment le contenu a-t-il été créé et pourquoi, et surtout pourquoi, la question la plus importante à se poser concernant votre contenu. Pourquoi vous avez créé ce contenu? Donc, je vous laisse tranquillement regarder cette page avec toutes les questions que Google vous met à l'évidence pour que vous disiez oui, ok, je crée le contenu qui est de qualité. Je ne crée pas un contenu juste pour avoir un blog supplémentaire sur mon site web. Donc ça, c'est vraiment super important, ce score EAT. Un autre principe qui va vous aider énormément, c'est le fait de mettre à jour vos contenus régulièrement. C'est-à-dire, vous avez des contenus que vous avez publiés il y a 6 mois, il y a un an. Aujourd'hui, vous pouvez repasser dessus, rajouter quelques éléments, ajuster un peu le contenu et vous le republiez en gardant l'URL. Là, vous ne changez surtout pas l'URL, vous gardez l'URL tel quel. Vous republiez ce contenu et ça va vous envoyer
Et vous allez comme ça envoyer le signal important à Google. Il va considérer que vous êtes vraiment un auteur de qualité, un auteur responsable qui prend soin de ce qu'il dit sur son site web, qui met à jour le contenu. Donc c'est super important. Voilà principalement le contenu et qu'est-ce qui attend Google. Après, qu'est-ce qui attendent les moteurs de l'IA, les LMM? En fait, ils lisent le contenu un peu différemment. Ils le décomposent en unités autonomes, appelées chunks. En fait, ce sont des contenus, de blocs de contenu qui peuvent comporter soit juste un paragraphe, soit peut-être plusieurs paragraphes, et ils peuvent être analysés indépendamment. C'est-à-dire, ce contenu que vous proposez n'est pas lié énormément, est toujours dans la même thématique, mais peut être lu et compris indépendamment des paragraphes précédents et des paragraphes qui suivent. Donc, c'est ce qu'on appelle des chunks. Et si vous regardez des blogs, des sites très développés en termes de contenu, donc là, vous pouvez voir sur le site d'HubSpot, par exemple, il y a des blogs au début des articles, des contenus, l'essentiel à retenir. Donc, c'est justement une petite introduction qui est destinée notamment pour les IA, pour qu'ils puissent prendre ce texte-là et le fournir comme réponse à l'internaute qui a posé sa question. Donc, ce qui est important aussi, c'est de rédiger des définitions courtes et explicites, utiliser des listes, des étapes, des comparaisons pour aider la compréhension, hein, parce que vous savez très bien quelles sont les réponses qui sont données, hein, notamment par ChatGPT. Souvent, c'est des listes à puces, c'est des comparaisons, c'est des tableaux. Si on prend Gemini, c'est énormément les tableaux. Donc, on prépare notre contenu pour qu'il soit facilement repris et adapté un petit peu et puis affiché à l'internaute. Donc ça, c'est super important. Puis, autre chose que vous pouvez facilement mettre en place, c'est des FAQ. Les pages FAQ en soi, ou aussi les blocs FAQ qui peuvent être ajoutés à votre page produit, votre page solution, même votre article de blog. C'est-à-dire en bas de votre contenu, vous allez préparer trois, quatre questions. Et ce qui est important, c'est que dans la question, en fait, dans la réponse, vous reprenez la question. Encore une fois, ça aide les IA de mieux comprendre et de fournir surtout une réponse qui partait déjà d'une question bien précise qui pourrait être posée par un internaute. Donc, il faut bien choisir ces questions. Pour cela, vous pouvez utiliser les suggestions proposées soit par l'IA, soit par Google, se baser sur ces suggestions et préparer des FAQ là-dessus. Puis, les IA travaillent énormément par les entités. Une entité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça peut être des personnes qui sont connues, ça peut être les noms des produits, des lieux, des concepts. Donc, quand vous créez votre contenu, utilisez plutôt les entités, les intitulés, nommez-les, au lieu de dire des choses assez vagues. Donc, je vous donne un exemple. Au lieu de dire, il existe beaucoup de moteurs de recherche, vous dites Google, Bing, Yahoo, Yandex, ce sont des moteurs de recherche. Vous voyez, le fait de nommer le produit, de nommer l'entreprise, ça aide l'IA à mieux comprendre de quoi vous parlez. Donc, utilisez les entités, citez-les, ça va être toujours utile. Et puis la neutralité et le consensus. Effectivement, les IA privilégient aujourd'hui les contenus factuels, consensuels, sans trop, euh, sans trop de blabla inutile, sans trop d'intro inutile. Et puis, vous pouvez aussi vous appuyer sur des sources tierces, des sources de qualité, des études. Par exemple, vous pouvez vous baser sur le site Statista où on peut trouver des rapports intéressants en gratuit. Bon, souvent, ils sont en mode payant, mais on peut quand même identifier des chiffres clés, des données super intéressantes, même en mode gratuit. Donc ça, c'est super important. Et puis le troisième niveau, ah non, attendez. Donc un exemple. Un exemple justement d'un contenu qui fonctionne bien. Donc là, je me suis basée sur un site d'un éditeur logiciel indie qui travaille dans la comptabilité. Et voici un exemple de contenu. Donc d'abord, j'ai le titre de mon article de blog qui comporte effectivement le mot-clé qui est flat tax. J'ai l'info sur l'auteur, la date de publication, le temps de lecture. À côté, j'ai un petit sommaire, hein, qui va m'envoyer sur telle ou telle étape clé de mon contenu. Et puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai une petite intro et tout de suite après l'intro, j'ai le bloc résumé. Donc, ça ressemble à ce qu'on a vu tout à l'heure avec HubSpot.
l'essentiel à retenir. Donc, chez Indie, c'est le bloc résumé. Et ici, sur le bloc résumé, eh ben, je vais avoir justement l'information qui est faite pour les IA. C'est-à-dire, ChatGPT, Gemini peut venir ici facilement prendre ce contenu-là, ce chunk, et l'afficher pour un prompt d'un internaute qui se posait la question, qu'est-ce que c'est flat tax, comment la calculer, etc. J'avance dans le contenu. Donc, tout de suite après, j'ai un petit encart avec la possibilité de créer un compte, donc un appel à l'action. Puis, une définition. Qu'est-ce que la flat tax? Vous voyez, il n'y a pas de blabla. On va tout de suite dans le vif du sujet. Il y a des blocs bons à savoir. Puis, j'ai également la bonne structure, hein. On identifie bien le titre principal, le sous-titre, les paragraphes. Et puis plus bas, j'aurai aussi des comparaisons. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Je vais avoir encore une fois une autre comparaison et puis je vais avoir surtout des exemples, hein, pour un sujet de comptabilité qui est assez compliqué. Effectivement, les exemples, ça peut aider. Un cas particulier, encore une fois, un appel à l'action et puis l'info sur l'auteur. D'ailleurs, je peux même cliquer sur la fiche de l'auteur pour voir qui est cette personne. Donc là, ça répond à ce score EAT, justement, qui explique qui est l'auteur, quel est son niveau de connaissance dans le secteur qu'il traite, le nombre d'articles publiés, son compte LinkedIn, les articles publiés par cette autrice, et ainsi de suite. Puis, en bas, j'ai questions fréquentes, hein, questions fréquentes qui sont vraiment liées à cet article de blog. Et puis d'autres articles qui pourraient m'intéresser et un petit commentaire si je souhaite. Et encore une fois, pour un bloc d'appel à l'action. Vous voyez, aujourd'hui, un article de blog, ce n'est pas juste 500 mots dans un texte, mais c'est énormément d'éléments qui peuvent être repris correctement par les IA, par les moteurs de recherche, dans l'objectif aussi de fournir quand même une réponse très détaillée et très pertinente à l'internaute, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que celui qui lit ces contenus, c'est aussi l'humain, hein, c'est en grande partie l'humain. Donc il faut travailler les contenus adapté à tous ces trois piliers. Donc voici un exemple par rapport au contenu. Et puis, troisième pilier de référencement, c'est l'autorité. L'autorité pour Google et pour les moteurs de recherche. C'est quasiment la même chose. Quand on parle de l'autorité pour Google, qui représente le fameux A dans le score EAT, expérience, expertise, autorité et trust, donc confiance. Là, on parle principalement de netlinking, du backlink, c'est-à-dire on va avoir des liens qui pointent vers nous provenant d'autres sites, d'autres médias, de blogs de référence, des sites spécialisés dans notre secteur, peut-être aussi des comparateurs de logiciels comme Capterra, G2, Advisor, etc. Donc, c'est-à-dire le fait que j'ai des liens qui pointent sur mon site, ça montre à Google que d'autres sites me référencent et que le contenu que je publie est de qualité. Puis, ce qui fonctionne aujourd'hui, c'est les mentions même sans lien. Si une source fiable va vous citer même sans mettre de lien, c'est toujours très 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 bon à prendre, hein. Donc, n'hésitez pas. Regardez s'il n'y a pas de sites qui font des comparaisons, des solutions, des services et proposez, si vous n'êtes pas présent dans la liste, mettez-vous en relation avec cet éditeur de site, proposez, expliquez exactement ce que vous faites et proposez de vous citer même sans forcément mettre de lien. Parce qu'encore une fois, ça sera une entité pour l'IA, il va être repris facilement, même s'il n'y a pas de lien, il va pouvoir vous citer dans ces résultats, dans ces réponses. Le maillage interne, thématique, donc organisation du site en cluster, en page pilier, et puis les sources de vérité, c'est-à-dire les pages piliers sources de vérité qui vont vraiment structurer votre savoir, votre connaissance, votre expertise autour d'un sujet. C'est un signal très fort pour Google, mais aussi pour les IA. Donc là, c'est ce qu'on a déjà vu. Donc, il faut vraiment travailler le netlinking et même les mentions sans lien. Aujourd'hui, ça fonctionne bien. Et puis, pour les IA, ça ressemble énormément. Donc, encore une fois, il faut publier, avoir des références, mais aussi publier au-delà de votre propre site
C'est-à-dire, vous prenez la parole au sein d'un site autre, vous faites du blogisting, vous faites des interviews, vous prenez des tribunes, vous favorisez aussi le consensus, la cohérence, c'est-à-dire vous regardez ce qui se fait dans votre secteur, ce qui se dit dans votre secteur sur telle ou telle question, et vous pouvez prendre la parole des experts fiables. Dans ce cas-là, votre crédibilité va augmenter, c'est-à-dire si vous avez les mêmes propos qui sont concordants avec ceux d'autres experts dans votre domaine, l'IA aussi va vous considérer comme une entité qui agit dans le même sens et il y a de fortes chances qu'il va vous citer, qu'il va vous afficher également dans ses résultats. Puis, ce qui est valable pour les deux, et pour les moteurs et pour les IA, c'est que le contenu que vous allez proposer, il doit être vraiment diversifié. Il faut utiliser différents formats de contenu. On ne va pas se contenter aujourd'hui uniquement par le texte, oui, par un article de blog classique. Il faut aller vers les vidéos, vers des podcasts, vers des publications LinkedIn, vers des infographies. Il faut vraiment varier ces formats parce qu'aujourd'hui, les moteurs et IA et moteurs de recherche, ils sont multimodales aujourd'hui et ils peuvent tout lire. Donc ça, c'est vraiment très important. Et puis bien sûr, pour les IA, il faut être présent là où ils puisent leurs données. Donc ils vont, comme nous, sur un moteur de recherche, mais aussi ils vont sur Wikipédia, sur GitHub, sur Reddit, sur d'autres documents officiels, sur les articles de presse, des médias et ainsi de suite. Et une citation, encore une fois, la même chose, même pour les LMM, c'est valable. Une citation dans une source reconnue. euh, une citation, hein, c'est-à-dire il n'y a même pas de lien, ça va être toujours très très pertinent. Très pertinent, même plus pertinent qu'un backlink sur un blog inconnu qui est moyen. Donc si on vous cite sans forcément mettre de lien, c'est quand même un très très bon signal pour Google, pour ChatGPT, pour Gemini. Donc voici, j'ai fini avec les principaux piliers pour être cohérent en termes de SEO et GEO. Et maintenant, une petite bonne pratique pour travailler sa chaîne éditoriale avec l'IA. N'importe quel outil vous allez choisir. Moi, je vous conseille vraiment de tester les deux, les trois, donc notamment comparer ChatGPT avec Gemini. Donc, je vous conseille de faire ce petit exercice de votre côté. Donc, c'est-à-dire transformer une matière brute, par exemple en webinar, parce que les éditeurs logiciels lancent souvent des webinars, en une suite de contenu à forte valeur ajoutée. Donc, par exemple, vous prenez un webinar et vous le transcrivez en texte brut avec Gladia. Gladia, c'est une solution gratuite. En tout cas, vous pouvez créer un compte gratuit très facilement. Vous chargez votre document en MP3, même votre lien YouTube de votre webinar. Vous mentionnez bien que la langue, c'est la langue française et du coup, il va vous retranscrire tout le webinar en texte brut. En partant de ce texte brut, vous allez pouvoir créer d'abord déjà un résumé avec soit ChatGPT, soit Gemini, soit Claude, qui peut aussi très bien travailler les données assez brutes. Après, vous demandez de créer à partir de ce plan d'article un contenu détaillé, optimiser SEO en se basant sur tel ou tel mot-clé. Donc, c'est-à-dire, vous allez au-delà. À partir d'un webinar, vous créez un texte brut, après vous créez un plan d'article, vous créez après ce contenu, cet article. Vous demandez après à l'IA de se mettre à la place d'un expert, c'est-à-dire vous lui donnez le rôle. Ça marche très bien. Vous lui donnez un rôle, vous lui dites, mets-toi à la place de mon persona qui est expérimenté dans ce sujet. Est-ce que d'après toi, le contenu lui paraît pertinent ou assez vague? Il va sûrement vous dire oui, il est assez vague, donc je vais l'améliorer. Et ainsi de suite. Comme ça, en fait, avec ce qu'on appelle le prompt chaining, c'est-à-dire à partir d'un prompt initial qui est assez générique, en lui posant des bonnes questions, vous arrivez à un prompt qui va vous générer enfin un contenu qui est vraiment très très pertinent. N'oubliez pas de lui demander de vous créer un bloc en résumé, un bloc également FAQ pour mettre en bas de page. Donc, à partir de ce contenu qui va être assez détaillé, vous pouvez créer 3 posts LinkedIn, voire plus, rédiger un email pour la promotion de ce contenu et vous voyez, avec un seul contenu, source qui était un webinar, avec quelques outils de l'IA comme Gladia, ChatGPT, Gemini, vous avez créé déjà 5 contenus actifs en termes de marketing que vous pouvez facilement utiliser
dès le lendemain. Donc, je vous conseille vraiment d'utiliser cette méthode en partant d'un texte brut, en partant de votre document PDF, de n'importe quel contenu, YouTube ou webinar, aller vers d'autres contenus. Donc, vraiment faire ce qu'on appelle réutilisation de contenu, repurposing. En partant d'un seul contenu, vous allez bien au-delà. Donc là, je vous détaille des phases, je vous donne aussi des outils pour que vous puissiez également, avec des exemples de prompt chaining, aller au-delà pour avoir enfin 5, 6 contenus bien détaillés. Donc dites-moi maintenant si vous avez des questions. Pour ceux qui veulent aller plus loin, ce sont des sujets qu'on aborde et surtout des ateliers pratiques qu'on fait pendant la formation sur l'IA pour les marketeurs avancés. C'est-à-dire si vous utilisez déjà au quotidien ChatGPT, Gemini, mais vous souhaitez améliorer encore vos usages de ces outils. Donc c'est une formation qui se fait à distance pendant 2 jours et on fait énormément d'ateliers. On va créer des contenus freemium, on va créer des contenus premium, on va créer un chatbot qui va être utilisable soit en interne, soit qui peut être mis après sur votre site. On va aussi analyser notre concurrence, travailler la veille, améliorer la proposition de valeur, créer un plan d'action marketing, un planning éditorial, donc tout ça avec les IA. Donc je vous conseille vraiment, si vous souhaitez améliorer l'usage de l'IA, de regarder les sessions qui viennent et de prendre 2 jours pour mettre tout ça en place directement via les ateliers pratiques. Maintenant, dites-moi si vous avez des questions. Alors, je vais aller dans la barre de questions-réponses. Alors, existe-t-il des outils pour suivre notre référencement sur les LMM? Oui, aujourd'hui, quasiment tous les outils qu'on connaît, hein, SEMrush, Monitorank, SE Ranking, MyPosio, etc., ils ont maintenant cet encart sur les IA, sur les LLM. Il y a Eskimos, l'agence Eskimos aussi, qui a lancé il n'y a pas très longtemps un outil destiné à suivre le référencement sur les IA. Donc, je ne me rappelle pas de nom, mais quasiment tous les outils maintenant s'adaptent hein, pour avoir une idée sur quel est votre positionnement et surtout quel est votre niveau de citation sur ces outils de l'IA. Oui, oui, tout à fait. Donc, ils s'adaptent. Alors, j'ai également une question si je vais vous envoyer le replay. Oui, tout à fait, le replay et puis les slides également. Dites-moi si vous avez d'autres questions. Donc, je vous encourage hein, d'ici là de tester différents outils IA, hein, ne pas se focaliser uniquement sur ChatGPT, mais vraiment tester Perplexity, Gemini, Claude pour voir la différence, pour voir en quoi ils sont forts et en quoi ils sont faibles et choisir celui qui peut vous accompagner dans la création de contenu. Donc, je vous conseille également de suivre ce processus dont j'ai parlé, hein, de faire des articles et d'autres contenus en partant d'un contenu comme webinar. Et puis, si vous n'avez pas d'autres questions, bah, je vous souhaite un très bon appétit, bonne journée. Et puis, à bientôt. Nos prochains webinaires, ça sera déjà en 2026. Donc, bonne fin de décembre à tous et à très bientôt.